Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, vous m'entendez? 5 sur 5. Oui, oui. Docteur Edingo Johnny va nous parler des tumeurs ORL. Comment s'en sortir? Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Oui, oui. Donc, comme le sujet est vaste, aujourd'hui, il va nous parler des parotides, des lésions parotidiennes. Il va nous présenter un rappel anatomique. Il va nous présenter les moyens d'imagerie dont on dispose et il va nous présenter la pathologie de cette région. Alors, sans plus tarder, on donne la parole au docteur Edingo Johnny. Docteur Edingo, à vous. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais, bonsoir, j'espère que tout le monde m'entend. Donc ce soir, on va commencer la session sur les tumeurs ORL, comment s'en sortir. Comme l'a dit le docteur Kambang, donc c'est un sujet qui est très vaste, avec une pathologie qui est très riche. Mais le plus important aussi, c'est de savoir en fait comment réfléchir avec les pathologies ORL. Donc on verra surtout le lundi prochain avec le CAVOM et l'oropharynx. Donc aujourd'hui, on va commencer avec les tumeurs de la glande parotide. Donc, les tumeurs de la glande parotide représentent près de 80% des tumeurs des glandes salivaires et 80% des tumeurs de la glande parotide sont bénignes. Non, 95% surviennent chez l'adulte. Donc, on est vraiment dans une pathologie qui est fréquemment, donc qui est vraiment beaucoup plus bénigne que maligne. Et les tumeurs de la glande parotide chez l'enfant sont rares et puis c'est dominé par les tumeurs vasculaires. Donc, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, on a une grande diversité des formes anatomopathologiques. Et la clinique, elle est souvent dominée par une tuméfaction indolore, isolée, et parfois, c'est de découverte fortuite. Donc, ce tableau qui est assez exhaustif, qui nous montre la liste de tout ce qu'on peut rencontrer comme tumeurs parotidiennes. On voit que c'est très vaste avec la catégorie des adénomes, des carcinomes, des tumeurs non épithéliales, les lymphomes malins et puis les tumeurs secondaires. Donc, ce qu'il est important de ne pas forcément retenir les noms de toutes ces tumeurs parce que c'est énorme et puis parfois la différence en imagerie, elle est parfois difficile à différencier de différents types de carcinomes. Mais le plus important, c'est de connaître les lésions fréquentes, déjà, l'adénome pléomorphe qui représente 60% des lésions parotidiennes, connaître la tumeur de Warthin, donc le cystadénolymphome, qui représente 7%, et puis dans les carcinomes, donc qui représentent environ 15 à 20%, savoir différencier, savoir reconnaître l'adénome pléomorphe qui est la lésion la plus fréquente, la tumeur de Warthin qui est une lésion bénigne fréquente et qui ne nécessite pas de chirurgie, et savoir reconnaître les signes d'agressivité et savoir dire que voilà, nous sommes en face d'une lésion qui est suspecte, cette lésion ici va nécessiter une prise en charge secondaire. Ça, c'est très important. Donc, c'est ça le but de l'imagerie, en fait, c'est de confirmer la lésion parotidienne parce que le patient se présente pour une tuméfaction qui est souvent indolore, donc on suspecte une tuméfaction de la région parotidienne. Donner la caractérisation possible, donner la caractérisation qui reste possible en imagerie dans la majorité des cas, surtout pour l'adénome pléomorphe et les cystadénolymphomes, et puis rechercher des signes de malignité ou d'agressivité, et ça, c'est très important. Donc, que rechercher en imagerie? Donc, en imagerie, on va apprécier le caractère intra- ou extra-parotidien. On va définir s'il s'agit de la portion superficielle ou plutôt de la portion profonde. C'est-à-dire si la lésion elle est unique ou si elle est multiple, si elle est unie ou bilatérale. Rechercher les signes de malignité et puis décrire les rapports avec le nerf facial. Ça, c'est très important. On verra que dans les pathologies tumorales, surtout pour les chirurgiens ORL, ils ont souvent besoin de connaître quel est le rapport de la lésion avec le nerf facial. Donc, les différents types d'examens d'imagerie qu'on peut utiliser, on sait qu'en imagerie, on a beaucoup de modalités et souvent, l'échographie, elle est demandée en première intention, mais seulement l'échographie présente
beaucoup de problèmes. Déjà, la caractérisation qui est difficile, qui est voire impossible. Hein. Donc, déjà, pour atteindre la portion profonde de la parotide, elle est difficilement accessible. Les différents rapports avec les espaces profonds ou même avec le nerf facial est quasiment impossible à faire en échographie. Mais néanmoins, l'échographie a certains avantages. Donc, le premier et l'avantage le plus important, parce que ça peut guider la cytoponction. Elle est intéressante aussi pour des lésions qui font moins d'1 centimètre, donc notamment les ganglions intraparotidiens, qui sont parfois difficiles en IRM de bien savoir ce que c'est un ganglion ou ce n'est pas un ganglion. Les lésions de moins d'1 centimètre, en échographie, ça reste vraiment très, très intéressant. Et pour le scanner, quant à lui, n'est pas réalisé dans le bilan initial d'un syndrome de masse parotidienne, hein, donc pas de scanner de fait, parce qu'il a déjà un mauvais contraste tissulaire glandulaire. Par contre, en cas de contre-indication à l'IRM, on peut réaliser un scanner parce qu'on n'a pas le choix. Là, on a une contre-indication à l'IRM. Donc, afin d'apprécier, on peut apprécier le caractère invasif au scanner, les différents rapports de notre parotide avec les espaces profonds, la recherche d'adénopathie, et on peut aussi avoir une bonne analyse de la lyse osseuse s'il y en a. Par contre, le scanner, il trouve un très, très grand intérêt dans les pathologies lithiasiques. Donc, comprenez que l'examen de référence reste ici pour la parotide l'IRM. Donc, l'IRM est vraiment l'examen de référence parce qu'il y a déjà un très bon contraste tissulaire. Il y a une meilleure caractérisation morphologique et fonctionnelle. Et puis, le risque pour le nerf facial est très bien apprécié sur l'IRM. Et la limite, ça reste des lésions infracentimétriques, donc avec les ganglions intraparotidiens qui posent parfois problème. Le protocole, il y a des protocoles standardisés, hein, parce que nous, on utilise un protocole plutôt standardisé par la Société française de radiologie, avec des séquences axiales T1, sans saturation de la graisse, pour justement avoir un bon contraste des différentes structures anatomiques. Une séquence axiale et coronale T2, toujours sans saturation de la graisse. Le sagittal, il reste optionnel. Donc, parce qu'après, il y a le temps machine. Donc, si vous avez assez de temps, vous pouvez faire les 3 plans T2, mais si vous n'avez pas le temps, vous privilégiez une séquence axiale et une séquence coronale. La séquence diffusion en B0, B1000 avec sa cartographie ADC, elle est très, très intéressante. Nous verrons pourquoi. La séquence de perfusion aussi est très intéressante, donc très importante dans les pathologies parotidiennes. Et la séquence volumique en saturation de graisse après injection de gadolinium. Celle-ci, qui est toujours faite, et nous le faisons, mais dans certaines littératures, on dit que ça reste maintenant optionnel. Tant qu'on a la séquence, on a les séquences morphologiques, la séquence de diffusion et la perfusion. Dans la plupart des cas, ça suffit à orienter le diagnostic. Et les séquences T2 rapides, hein, donc ce que nous on appelle les séquences ganglions, pour évaluer, donc quand on suspecte une lésion plutôt maligne, avoir un bilan assez exhaustif des ganglions cervico-faciaux. C'est aussi optionnel. Et dans certaines machines aujourd'hui, hein, on réalise des séquences plutôt multi-écho. C'est des séquences avec, où on peut avoir des différentes reconstructions avec une reconstruction avec une surexpression de signal en eau, une surexpression de signal en grès. Et selon les différents constructeurs, donc on a des séquences Flex pour General Electric, Dixon pour Philips, Vibe pour Siemens. C'est des séquences qui, justement, peuvent nous affranchir de ce problème parce qu'il y a certains qui veulent travailler avec une saturation de graisse et d'autres qui veulent travailler sans saturation de graisse. On peut avoir les différentes reconstructions. Donc, quand on a réalisé notre IRM, donc on va s'amener maintenant à essayer d'explorer, à essayer de se poser plusieurs questions quand on est en face d'une masse parotidienne. Donc, la première question qu'on se pose, est-ce que c'est une masse qui est intraparotidienne ou extraparotidienne? Est-ce que c'est une masse qui intéresse la portion superficielle et la portion profonde? Donc, avant de pouvoir répondre à ces différentes questions, il faut déjà savoir à quoi ressemble, c'est quoi l'aspect morphologique normal de la parotide et ses différents rapports. Donc, on sait que la parotide fait partie des glandes salivaires principales, donc ce sont des glandes paires. Donc, elle est avec les autres glandes principales, donc on retrouve la glande sous-maxillaire ou sous-mandibulaire, la glande sublinguale. Elles ont une architecture histologique qui sont similaires, avec des pathologies qui restent quasiment similaires.
et la salive est évacuée vers la cavité buccale avec un système de canaux arborescents. On connaît les 3 canaux principaux. Donc, pour la glande parotide, c'est le canal de Sténon. La glande sous-maxillaire, c'est le canal de Wharton. Et on a des canaux Rivinus et de Walter pour les glandes sublinguales. Et par ailleurs, il n'y a pas que les glandes principales, mais on retrouve aussi près de 750 glandes salivaires accessoires. Donc, il y en a beaucoup. Ce qui veut dire, qui dit glande accessoire, dit qu'on peut retrouver parfois des petites lésions, voire des adénomes pléomorphes d'une glande accessoire. Et là, parfois, ça donne mal à la tête. Donc là, on a les différents rapports. Donc, on va bien revoir en détail sur la dia suivante, parce que la parotide reste quand même la glande salivaire la plus volumineuse. Donc, elle a un rapport avec justement le muscle masséter qu'on voit ici. Là, on a les muscles ptérygoïdiens médial et latéral. Et là, on a l'espace parapharyngé qu'on voit ici. Et puis là, on a le prolongement justement de la parotide qui va justement vers cet espace parapharyngé. Et ça, c'est le prolongement massétérien, donc qui longe justement le muscle masséter et qui va se suivre avec le canal de Sténon. Et souvent, on regarde, donc c'est ce qu'on voit ici, des canaux de Sténon qui longent la partie superficielle du muscle masséter. Là, on va essayer de revoir. Est-ce que... Non. Docteur Dingo, excusez-moi. Oui. Si vous pouvez présenter les différentes séquences. Hein. D'accord. Oui, oui. Les différentes séquences sur... Oui, donc quand vous présentez l'image, vous dites que c'est du T2, du T1, c'est du T1 cadeau, pour que les gens puissent comprendre. Oui. OK. Bon, ça, on va le voir déjà ici. Hein. Ça, c'est une séquence axiale T2. On le voit bien parce que c'est la séquence axiale T2. On a notre LCR qui est tout blanc. On a le LCR qui est blanc ici. C'est une coupe qui est tirée du site e-anatomie de Imaios. Hein. J'essaie de faire une capture vidéo pour qu'on essaie de revoir l'anatomie ensemble et l'anatomie utile justement à explorer pour la glande parotide. Donc, la première question qu'on a dit, est-ce que c'est intra- ou extra-parotidien? Donc, il faut déjà essayer de reconnaître la parotide avec la loge parotidienne qu'on voit ici. Ça, c'est la loge parotidienne avec ses différents prolongements. Donc, on a le prolongement massétérien qu'on voit ici, qui longe le muscle masséter qu'on voit là, avec le prolongement pharyngé qui va vers l'espace parapharyngé qu'on voit ici, qui est tout en blanc parce que ici, c'est de la graisse. Donc, on va revenir dessus. Voilà, on va se remettre sur notre coupe. Donc, quels sont les éléments à connaître? Donc, les rapports avec la parotide. Donc, on a le muscle masséter qui est là. On a la branche montante ici de la mandibule. La branche montante de la mandibule, ça reste intéressant à connaître parce que c'est ce qui va nous permettre justement de reconnaître la portion superficielle de la portion profonde. Donc, en pratique, on trace une ligne qui passe par le ramus mandibulaire et qui va vers la mastoïde. Cette ligne va diviser la parotide en deux. Donc, tout ce qu'il y aura à l'extérieur de la ligne sera considéré comme la portion superficielle et tout ce qui sera en dedans de la ligne sera considéré comme la portion profonde. Donc, et là, du coup, autre chose très importante à connaître, ici, c'est les différents, donc, toujours sur notre coupe ici, quand on défile, voilà, on a notre glande parotide. Il y a un élément justement qui est très important, moi, il faut toujours noter, c'est toujours repérer le foramen stylomastoïdien. Le foramen stylomastoïdien qu'on voit ici, voilà, on va essayer de suivre le foramen stylomastoïdien. Donc, on le voit là. On le suit là. Et quand on regarde dans le foramen stylomastoïdien, on voit qu'il y a une structure qui est tout noire. Ce point noir qu'on voit là, c'est le nerf facial. Donc, c'est la portion du nerf facial qui passe par le foramen stylomastoïdien avant d'entrer dans la parotide avec ses deux branches principales. Hein. Donc, on est la branche temporo-faciale et la branche cervico-faciale. Donc, c'est très, très important d'analyser cette zone-là. Pourquoi? Parce que le nerf facial est difficile à analyser sur des IRM 1.5 Tesla en intraparotidien
Alors, on sait que la majorité des machines qu'on utilise en IRM actuellement, c'est des 1.5. Alors, c'est difficile d'avoir les différentes branches, de les repérer en intraparotidien avec l'IRM 1.5. Donc, c'est pourquoi il faut se prendre des repères pour explorer justement cette extension au niveau du nerf facial. Donc, le premier repère, c'est le foramen stylomastoïdien. Quand on a une lésion tumorale, c'est toujours de venir voir est-ce qu'il y a une extension dans le foramen stylomastoïdien. Le fait qu'on voit tout ce blanc-là qui entoure notre nerf facial, donc c'est de la graisse. Quand on a une perte de cette graisse, donc on a justement cette extension, une prise de contraste, on peut suspecter une extension au niveau du nerf facial. Deuxième repère, le deuxième repère à connaître, justement, quand on explore notre nerf facial, c'est dans la parotide. Vous voyez, dans la parotide, on a deux structures noires qu'on voit ici. Donc, la première structure, ça, c'est une branche de la carotide. Hein, ça, c'est la carotide externe. Et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle la veine rétromandibulaire. Or, dans le trajet du nerf facial dans la parotide, on sait qu'elle vient croiser la veine rétromandibulaire. Donc, quand on a une extension de notre lésion au niveau de la veine rétromandibulaire, nous devons suspecter une extension au niveau du nerf facial. Donc, ce sont deux repères très, très, très importants quand on analyse notre parotide. C'est toujours savoir est-ce qu'on a une atteinte du nerf facial, est-ce que notre lésion, si on la suspecte comme étant une lésion maligne, est-ce qu'il y a une extension au niveau du nerf facial? Et ce sont les deux repères qui nous orientent vers le nerf facial. Et d'autres repères de la parotide, donc on a deux muscles importants qui passent à côté de la parotide. Là, en arrière, ici, on a le ventre postérieur du muscle digastrique qu'on peut suivre, qui apparaît tout noir en hyposignal. Justement, on voit ici, là, c'est ça, le ventre postérieur du muscle digastrique, qui est aussi un repère important à connaître. Ça fait partie des rapports de la grande parotide. Et un autre rapport qu'a la grande parotide, c'est avec le muscle sucioïdien qu'on voit ici, qui a un rapport directement avec le pôle inférieur de la parotide. Et le ventre postérieur, juste un mot, un commentaire avant de passer. Le ventre postérieur du muscle digastrique, justement, on la voit en échographie. En échographie, on va la voir comme étant une bande noire, justement, qui va silhouetter, donc qui va passer en dessous de notre parotide. Et quand on retrouve le ventre postérieur du muscle digastrique, la parotide, là, il faut savoir que c'est la limite de la parotide. Et qu'en arrière du ventre postérieur, on n'a pas de parotide. Non. Donc, autre chose importante à connaître, justement, c'est les différents rapports avec les différents loges. Donc là, je vais revenir sur la loge, sur l'espace parotidien qui est là, spectre en vert, ici. Donc, on voit qu'une lésion tumorale maligne peut avoir une extension justement au niveau de l'espace masticateur, peut avoir une extension au niveau de l'espace carotidien, peut avoir une extension justement latérale au niveau de l'espace parapharyngé. Tout ça représente les espaces profonds cervico-facial. Donc, il faut les connaître pour savoir justement évaluer notre lésion et évaluer justement le pronostic thérapeutique du patient va dépendre de tout ça. Donc, on voit quand même que la parotide a vraiment des rapports avec beaucoup de structures. Donc, pour répondre à la première question, est-ce que c'est une masse intra- ou extra-parotidienne? Donc là, nous avons deux séquences. Nous avons une séquence axiale T1. Ici, nous avons une séquence axiale T2. Là, on a notre LCR qui est noir. Donc, c'est du T1. Et puis là, on a notre LCR qui est tout blanc. Donc, on est vraiment sur du T2. Donc, on retrouve une lésion ici au niveau de la loge parotidienne gauche. Est-ce que c'est une lésion intra- ou extra-parotidienne? Donc, toujours, quand on analyse une séquence, c'est toujours de voir de deux côtés, le côté symétrique. Quand on voit ici, on voit bien notre ventre postérieur du muscle digastrique, qui a un rapport comme avec la parotide, on voit bien le ventre postérieur. Et quand on arrive ici, on a du mal à suivre le ventre postérieur. Quand on va sur la séquence T2, on voit que la lésion qu'on pouvait penser que c'est une lésion intraparotidienne, ou en fait une lésion du ventre postérieur du muscle digastrique. Et d'ailleurs, quand on voit le rapport, on voit bien les faisceaux musculaires englober cette lésion
Donc, ce n'est pas une lésion de la parotide, mais une lésion du ventre postérieur. Donc, il faut faire très, très, très attention parfois quand on analyse des lésions, parce que cette lésion, cette image, au départ, avait été décrite comme étant une lésion intraparotidienne et le patient a failli se faire opérer. Et c'est qu'après RCP, après relecture de l'examen, qu'ils ont décidé que ce n'était pas une lésion intraparotidienne. Donc, on voit bien l'analyse que ce n'est pas une lésion parotidienne. Donc, pareil, on a une autre séquence, on a un autre examen, notre IRM avec la séquence T2 qu'on voit bien notre LCR ici. On a notre séquence T1 ici, ça c'est du T1, et puis en coupe axiale. Et là, on a du coupe coronale T2. Et là, on a une coupe coronale T1 FATSAT, donc avec une saturation de la graisse après injection de gadolinium. Pareil, ça c'est du séquence axiale. Donc, on a une lésion qu'on voit ici, hein, donc on voit au niveau de la loge, au contact de la loge parotidienne, on voit une lésion qui apparaît en hypersignal T2, en hyposignal T1. On se demande, est-ce que c'est une lésion intra ou extraparotidienne? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est une lésion intra ou une lésion extraparotidienne? Donc, il faut bien analyser ces séquences morphologiques. Et quand on analyse la séquence, c'est pourquoi il est très important de privilégier des séquences qui sont sans FATSAT, justement pour conserver justement les différents rapports anatomiques. Et quand on regarde sur la séquence sans FATSAT, on voit qu'ici, on a un liseré blanc entre notre lésion et la parotide. On a l'impression que la parotide est refoulée vers l'extérieur. On revoit le même liseré ici. C'est de la graisse entre notre lésion et la parotide. Et cette lésion qui est quasiment kystique, hein, qui est au contact d'espace vasculaire en avant, donc en fait, c'était un ganglion nécrotique de la chaîne 2A, donc vous voyez là, et non une lésion intraparotidienne. Donc, il faut toujours se poser la question, quand on a un nodule, on regarde la loge parotidienne, est-ce que c'est un nodule qui est intra- ou extraparotidienne? C'est toujours la question qu'il faut toujours se poser, toujours à tout moment. Et là, en fait, c'était une adénopathie nécrotique de la chaîne 2A. Et quand on analyse bien notre IRM, donc parfois, il faut regarder, même si le patient a été envoyé pour bilan d'une tuméfaction parotidienne, il faut regarder toujours ce qu'il y a autour. Et quand on arrive autour, on voit qu'ici, on a un épaississement, là, un épaississement avec un comblement de vallécule qu'on voit ici, qui est plutôt latéralisé à droite, qu'on voit là, voilà, avec un aspect un peu discrètement épaissi de l'épiglotte. Et sur le scanner, on le voit très bien. Donc, au fait, c'était une lésion tumorale, lésion maligne, au fait, centrée sur, justement, en regard, au fait, de l'épiglotte. Donc, c'est très, 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 très important de toujours analyser notre zone d'intérêt et ce qu'il y a autour, justement, pour ne pas tomber dans les pièges et ne pas décrire des lésions comme ça comme étant des lésions parotidiennes. Donc, c'était un carcinome épidermoïde de la vallécule. Voilà, voilà. Et quand on a un ganglion comme ça, nécrotique, il faut toujours se dire ganglion nécrotique au niveau de la chaîne 2A, c'est soit les amygdales, soit c'est l'oropharynx, soit c'est l'HPV. Toujours ganglion nécrotique, chaîne 2A, pensez aux amygdales, pensez à l'oropharynx, pensez à l'HPV. C'est parmi les orientations diagnostiques. Donc, quand on a répondu à la première question, est-ce que c'est une lésion intra- ou extraparotidienne? Donc, il faut maintenant répondre à la deuxième question. Est-ce que c'est une lésion superficielle ou profonde? Donc, comme on a vu tout à l'heure, hein, sur les images qu'on défilait, là, c'est une séquence axiale T1. Donc, on trace une ligne justement qui va passer par la branche montante de la mandibule vers un mastoïde et qui va diviser notre parotide en deux. Et tout ce qui sera en dehors de cette ligne sera considéré comme portion superficielle et tout ce qui sera en dedans de la ligne sera considéré comme étant une portion profonde. Donc, si on revient sur notre image, donc cette image, donc on voit bien qu'on a une lésion intraparotidienne, c'est confirmé. Est-ce qu'elle est superficielle ou profonde? Donc, on va repérer justement notre branche montante de la mandibule, là sur la séquence T2, qu'on voit aussi ici sur la séquence T1. On va tracer une ligne qui passe par là, donc vers la mastoïde, et tout ce qui sera en dedans de la ligne. Donc, si on trace la ligne là, on voit que la lésion, elle est en dedans de la ligne. Donc, c'est une lésion de la portion profonde
de la parotide et non une lésion de la portion superficielle. Donc, on voit que c'est une volumineuse lésion de la portion profonde qui exerce justement un effet de masse sur l'oropharynx qu'on voit ici, qui est complètement refoulé en dedans. Là, on va aussi refouler. Donc, quand on a répondu à la première question, c'était de savoir est-ce que la lésion elle est intra- ou extra-parotidienne et c'est une lésion qui est superficielle ou profonde. Maintenant, il faut répondre à la deuxième question, c'est quel est le signal de notre lésion sur les séquences morphologiques. Nos séquences morphologiques, on a dit qu'il y en avait 3, hein, donc on avait notre séquence T1, on a notre séquence T2, on a notre séquence de diffusion. Donc, vous verrez que cette façon de réfléchir, il faudra toujours l'appliquer sur la parotide, ça va vous simplifier la vie. Donc, quel est le signal en T2? Donc, est-ce que c'est une lésion qui est hyposignale, qui est une lésion qui est isosignale ou une lésion qui est hypersignale? Donc, déjà, une lésion qui est hypersignale en T2, ça c'est très, très, très important à retenir. Une lésion qui est hypersignale en T2 au sein de la parotide, c'est probablement un adénome pléomorphe ou une lésion kystique. Hypersignale en T2, soit un adénome pléomorphe, soit une lésion kystique. Les lésions qui sont hyposignales en T2, on peut retrouver un adénome pléomorphe, ceux qui sont cellulaires, ou les tumeurs malignes, mais déjà, on commence déjà à être moins à l'aise. Ça peut être une tumeur maligne, tout comme ça peut être un adénome pléomorphe. Alors, les lésions qui sont isosignales, c'est encore assez peu caractéristique, donc ça peut toujours être un adénome pléomorphe. Donc, l'adénome pléomorphe peut finalement être en hyposignal, en isosignal ou en hypersignal, ou ça peut être une tumeur maligne. Donc, ça et ça, on est un peu embêté. Mais par contre, là, on sait quand c'est en hypersignal, c'est que c'est probablement une lésion kystique ou un adénome pléomorphe. Après avoir analysé le signal en T2, on passe au signal en T1. Notre lésion, comment elle est en T1? Donc, avant d'analyser le signal en T1, il faut toujours se poser une question, parce qu'on sait que ce qui est blanc en T1 peut être soit de la graisse, soit du sang, ou ça peut être des protéines. Donc, soit de la graisse, soit du sang, soit des protéines. Donc, comme ça peut être du sang, il faut toujours se poser la question, est-ce que le patient a bénéficié d'une cytoponction avant notre examen? Parce que si le patient a bénéficié d'une cytoponction, avant l'examen, ça peut fausser justement le résultat, parce qu'on peut avoir des remaniements hémorragiques liés à la cytoponction qui apparaîtront en hypersignal T1. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas faire l'IRM d'emblée, il faut décaler notre examen. Donc, l'examen qui sera à refaire, il faut le refaire un mois après, justement pour que ces remaniements hémorragiques puissent régresser. Mais s'il n'y a pas de notion de cytoponction et qu'on a un hypersignal en T1, en ce moment, on doit céder des séquences justement fonctionnelles qu'on verra plus tard. Donc, et s'il s'agit d'une courbe de type B, donc c'est un cystadénolymphome. Donc, un hypersignal en T1, pas de cytoponction, on pense au cystadénolymphome. Alors qu'un hypersignal en T2, on pense à un adénome pléomorphe. Là, ce sont des raccourcis, mais ce n'est pas toujours aussi évident. On verra plus loin. Mais c'est déjà une façon de réfléchir, tout en sachant que ce qui est blanc en T1 peut être de la graisse, ça peut être du sang ou ça peut être des protéines. Or, on sait que la graisse est blanc en T1, il est blanc en T2. Donc, si on a une lésion qui est blanche en T1 et en T2, en ce moment-là, il faut se méfier et dire « Ah, c'est probablement une lésion qui est graisseuse ». Donc, tous ces petits astuces, il faut toujours les retenir. Et quand ce n'est pas blanc en T1, en ce moment, on va céder des courbes. Si on a une courbe de type A, donc c'est probablement un non pléomorphe. De toute façon, un non pléomorphe, il est blanc en T2, il n'est pas blanc en T1. Et quand c'est des courbes de type B et C qu'on verra plus loin, c'est des diagnostics qui restent toujours incertains. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc ce qui est blanc en T1, ça peut être de la graisse. En ce moment, la graisse, elle est blanche aussi en T2 et il faut s'aider avec des séquences de saturation de la graisse où le signal de la graisse est supprimé et que si la lésion s'efface en fait de ça, donc c'est probablement un lipome. Une lésion qui est blanc en T1, c'est un cystadénolymphome, ça peut être des remaniements hémorragiques, comme je disais tout à l'heure. Donc, les remaniements hémorragiques, ça peut être un cystadénome lymphome qui a des remaniements hémorragiques, ça peut être un kyste, ça peut être une lésion maligne. Bon, ça peut être des protéines, donc lésions contenant de la mucine, donc des carcinomes mycoépidermoïdes, ça peut être des carcinomes à cellules acineuses ou juste des nécroses hémorragiques, des lésions malignes. Donc, tout ça, ça fait beaucoup.
Mais quand on les regroupe dans les différents sacs, on s'en sort beaucoup plus facilement. On sait que ce sont des lésions graisseuses, on sait que soit c'est un adénome pléomorphe, soit c'est un cystadénolymphome, ou c'est une lésion suspecte, parce qu'on a repéré quelques critères de malignité. Donc, après le signal en T1, donc, il faut justement analyser notre séquence de diffusion. On a dit que les séquences morphologiques que nous on utilisait, donc on avait 3. On a une séquence T1, on a une séquence T2. Après, on a la séquence de diffusion. La séquence de diffusion, justement, c'est une séquence qui va nous permettre d'évaluer la cellularité des lésions. Et cette cellularité va s'exprimer, cette hypercellularité là, va s'exprimer sur la cartographie ADC. Cette cartographie couleur, justement, qui va justement sur laquelle on va évaluer ce coefficient, justement, on va évaluer ce degré d'hypercellularité. Donc, est-ce qu'il y a une hypersignal diffusion? Oui. S'il y a une hypersignal diffusion, on vient analyser notre cartographie ADC. C'est une cartographie avec une échelle de couleurs. Donc, qui va de la partie, justement, qu'on voit ici en bleu vers la partie qu'on voit en rouge. Donc, tout ce qui sera en bleu, si notre lésion est en bleu, c'est une lésion qui a une forte cellularité. Si c'est une lésion qui va vers le rouge, c'est une lésion qui n'a une très, très, très faible cellularité, donc qui tombe pratiquement vers le liquide céphalo-rachidien. Donc, c'est important de connaître ça. C'est simple. Il faut juste placer un petit ROI sur la lésion, mesurer justement notre coefficient d'ADC et placer ensuite un autre ROI sur la partie saine et calculer un rapport. Donc, juste prendre cette valeur sur l'autre, donc le rapport de l'ADC et sur le rapport de notre glande normale, ce qu'on appelle le RCDA. Et notre RCDA, une tumeur, elle est dite bénigne quand on a un RCDA qui est supérieur à 1,3. Elle est suspecte quand elle est comprise entre 1 et 1,2. Et elle est probablement maligne quand elle est inférieure à 1. En sachant que les lymphomes ont une restriction, donc une cellularité très forte, parce qu'il y a un RCDA qui descend en dessous de 0,5. Et là aussi, c'est toujours à prendre, parce qu'il faut toujours analyser toutes les séquences ensemble, donc que ce soit le T1, le T2, la diffusion et la perfusion. C'est important de prendre toujours de façon générale, de tout prendre ensemble, que de se rester figé et de dire que non, parce que le RCDA est inférieur à 1, donc c'est probablement malin, alors qu'on peut avoir des tumeurs de Warthin, justement, dans des RCDA qui sont entre 0,8 à 1. Donc, quand on a fini avec les séquences justement morphologiques, on passe avec nos séquences fonctionnelles. Et nos séquences fonctionnelles, c'est essentiellement la séquence de perfusion. La séquence de perfusion, justement, nous allons évaluer le rehaussement, le profil de rehaussement de notre tumeur, justement, après cette injection de bolus de produits de contraste. Et de là, on va définir 3 types de rehaussement. On va définir le rehaussement progressif. C'est un rehaussement. On voit que la courbe, elle ne fait que monter. Elle monte, elle monte, elle monte, elle ne descend jamais. Qu'on voit ici, elle monte, elle monte, elle monte, elle ne descend jamais. Pareil pour ça, c'est le rehaussement de type A. C'est un rehaussement progressif avec un plateau qui est ascendant. Donc le plateau, il est très haut, au-delà de 120 millisecondes. Donc, cette courbe de rehaussement qui monte et qui ne descend jamais, c'est une courbe qu'on retrouve de façon très, très fréquente pour les adénomes pléomorphes. Donc, mais qu'on voit très rarement dans les tumeurs malignes, mais c'est très fréquemment pour les adénomes pléomorphes. Après, le deuxième type de courbe, c'est justement une courbe avec ce rehaussement, un pic ascendant avec un washout. On a le pic des rehaussements. Voilà, le pic, il est très précoce. Et puis, on a un washout. Et le washout, il est supérieur à 30% de notre pic. Donc, on a le pic qui est là. Et là, on a notre washout. On évalue le washout par rapport au pic. On voit qu'il est supérieur à 30%. Et ça, c'est très fréquent dans les tumeurs de Warthin, donc les cystadénolymphomes. Et le troisième type de courbe, troisième type de courbe, c'est les courbes justement avec un pic très précoce, exactement comme la précédente, donc comme la courbe de type B, mais avec un washout qui est très faible, qui est inférieur à 30%. Autant sur cette courbe, on voyait bien qu'on avait un washout qui était très important, supérieur à 30%
de notre pic, alors que là, on a un washout qui est très faible. On a un washout inférieur à 30%. Et ça, c'est parmi les courbes qu'on retrouve fréquemment dans les tumeurs malignes. Mais encore une fois, les courbes ne s'interprètent jamais seules. Jamais seules. Il faut toujours tenir compte des autres séquences. Donc, il faut toujours interpréter tout dans son ensemble et jamais rester figé sur une seule séquence. Donc, à titre d'exemple, on va commencer avec ce petit dossier assez rapidement, qui est une patiente qui était âgée de 31 ans, qu'on a réussi pour bilan de masse parotidienne gauche, qui a été visualisé en échographie. Donc, on l'a envoyé justement en IRM. Donc là, on a les différentes séquences dont je vous ai parlé. On a la séquence T1, on a la séquence T2, on a une séquence de diffusion ici avec sa cartographie ADC. Là, nous avons une séquence coronale T2. On a notre séquence axiale et coronale après injection de gadolinium. Et puis là, nous avons notre séquence de perfusion. Donc, comment réfléchir? Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on va toujours réfléchir par rapport aux séquences morphologiques. Est-ce que notre lésion, comment elle est en T2? Est-ce qu'elle est en hypersignal T2, hyposignal ou isosignal? Elle est en hypersignal T2. Bon, si elle est en hypersignal T2, déjà, on avait dit que les lésions qui étaient en hypersignal T2, c'était soit des adénomes pleomorphes ou des lésions kystiques. Exception faite pour des lésions de nature graisseuse qui, elles, peuvent être en hypersignal T2, mais à condition qu'elles soient aussi en hypersignal T1, à condition que ce soit blanc en T1. Or, en T1, ce n'est pas blanc. En T1, c'est noir. On avait dit que quand en T1, c'était noir, donc en ce moment-là, il fallait voir les courbes de perfusion. Donc, nous, on voit sur notre séquence T2 déjà que c'est blanc. Ça regroupe déjà deux lésions. Soit un adénome pleomorphe, soit une lésion kystique. OK? Mais il ne faut pas oublier les précédentes questions qu'on avait dit. Donc, la lésion, est-ce qu'elle est intra- ou extraparotidienne? Donc, on sait qu'elle est intraparotidienne. Est-ce qu'elle occupe le lobe, la portion profonde de la portion superficielle? C'est simple, on avait dit on trace une petite ligne là, qui passe par le ramus mandibulaire vers le mastoïde, et tout ce qui est en dehors, c'est superficiel, tout ce qui est en dedans, c'est profond. On trace là, paf, on voit que c'est une lésion qui est superficielle et profonde. Lésion superficielle et profonde, qui est en hypersignal T2. Donc, hypersignal T2, soit adénome pleomorphe, soit lésion kystique. On arrive sur notre cartographie ADC. Vérifier la cellularité. On place notre ROI sur la lésion, on place notre ROI sur la partie contralatérale et on fait le rapport. Et là, en faisant le rapport, on avait un RCDA qui était supérieur à 2. Donc, RCDA qui est supérieur à 2, c'est probablement une lésion bénigne, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, on revient maintenant sur notre séquence de perfusion pour essayer d'analyser le type de courbe. Donc, on place le ROI sur la lésion et on voit qu'on a une courbe qui monte, qui ne descend jamais. Elle monte, elle monte, elle monte et ne descend jamais. Hypersignal T2, on a dit, c'est soit adénome pleomorphe, soit lésion kystique. Lésion bénigne avec RCDA supérieur 1,3, l'adénome pleomorphe y figure. On arrive sur la courbe de perfusion. On avait dit qu'il y avait 3 courbes, type A, type B, type C. Donc, les types A, justement, les courbes qui montent et qui ne descendent jamais, on retrouvait très fréquemment sur les adénomes pleomorphes. Donc, le diagnostic le plus probable pour cette patiente, c'est un adénome pleomorphe. Donc là, quand on analyse comme ça, de façon systématique, comme on l'a décrit tout à l'heure, l'interprétation devient beaucoup plus facile. Donc, on sait qu'on a une lésion intraparotidienne qui est superficielle et profonde, en hyposignal T1, hypersignal T2, sans restriction sur la cartographie ADC, avec un rehaussement hétérogène, présentant une courbe de type A, évoquant en première hypothèse un adénome pleomorphe. Donc, on a fait notre compte-rendu justement en étant le plus systématique possible. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'extension au niveau, voilà, tout ce qu'il y a autour, on voit que là, la partie sous-cutanée, elle est bien, on n'a pas d'extension, pas de lise osseuse, le muscle masséter est là, il n'y a pas de souci. Donc, la patiente a été opérée et il s'agissait bien d'un adénome pleomorphe à l'anapathe. Ça, c'est une capture d'écran que je vous ai faite du compte-rendu d'anapathe qui a bien confirmé l'adénome pleomorphe sans signe histologique de malignité. Les adénomes pleomorphes, donc,
Elle représente 80% des tumeurs bénignes des glandes salivaires et 70% des tumeurs de la parotide, avec une prédominance pour le sexe féminin. Donc, c'est souvent solitaire, donc isolé, bien limité, et qui contraste avec les cystadénolymphomes, qui sont des lésions qui sont beaucoup plus multiples, hein, donc, alors que l'adénome pleomorphe, c'est souvent isolé. Et elle peut se nécroser, elle peut avoir de remaniement hémorragique ou elle peut se calcifier quand il s'agit des adénomes pleomorphes de grande taille. On a une transformation carcinomateuse de 10 à 15%, avec le risque de récidive très élevé après chirurgie, mais le fait qu'elles peuvent avoir une transformation carcinomateuse, donc il est important justement de poser des diagnostics d'adénome pleomorphe parce que sa sanction, elle est toujours chirurgicale. Dès qu'on a le diagnostic d'un adénome pleomorphe, la patiente sera opérée parce qu'on a un risque de transformation carcinomateuse. Donc, en IRM, ça, c'est du Reddit, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une lésion qui est bien limitée, qui peut être polylobée ou qui peut être ovoïde. Hein. En hyposignal T1, on l'a dit tout à l'heure, en hypersignal T2, dans sa forme caractéristique, justement, parce qu'on a dit qu'elle pouvait être isosignal ou hyposignal. Mais dans sa forme caractéristique, elle est en hypersignal T2. Elle peut être hétérogène, on l'a dit tout à l'heure, surtout pour des lésions qui sont volumineuses, et ils ont un RCDA, donc un rapport ADC moyen à 2,06. Donc, après injection, donc c'est souvent un rehaussement intense, hein, homogène pour les petites lésions, et ça peut être hétérogène pour des lésions plutôt volumineuses. Et la perfusion, on retrouve des courbes de type A dans sa forme classique. Donc, ça, c'est pour un adénome pleomorphe qui est typique. L'IRM permet donc, dans la grande majorité des cas, de confirmer le diagnostic. Donc, voilà encore un autre exemple, hein, d'une lésion justement qui est sur la séquence T2 qu'on voit dans l'hypersignal T2, hypersignal, donc est blanc en T2, noir en T1, donc en hyposignal, avec justement cette courbe de perfusion qui monte, qui monte, qui monte, qui ne descend jamais. C'est une courbe de perfusion de type A. Donc ça, c'est l'aspect typique d'un adénome pleomorphe. Voilà encore un autre exemple. Hein. Donc, c'est pour ces patients qui avaient bénéficié d'avoir d'une échographie. Hein. Donc, on voit bien sur l'échographie que c'est une lésion de contour polylobé, anéchogène, avec un renforcement postérieur. Parfois, difficile de faire la différence entre une lésion kystique et l'adénome pleomorphe si on regarde rien que sur cette échographie. Hein. Alors que là, en IRM, on voit bien qu'elle est en hypersignal T2, justement avec un rehaussement, une courbe qui monte et qui ne descend jamais. Alors que si c'était une lésion kystique, on mettrait l'oreille. On sait qu'un kyste simple ne se rehausse pas, c'est du liquide. Donc, il n'y aurait pas eu ce profil de rehaussement qui monte et qui ne descend jamais. Ça aurait été une courbe qui aurait été beaucoup plus plate. Donc, pareil, hein, quand un autre exemple d'adénome pleomorphe typique, hein, donc toujours cet hypersignal T2 qu'on voit ici, cet hyposignal en T1, un rehaussement quasi homogène, hein, pour des lésions beaucoup plus petites, et plus elle devient volumineuse, justement, plus elle a un rehaussement plutôt hétérogène parce qu'il peut avoir des remaniements hémorragiques, il peut avoir des calcifications et tout. Et là, sur la diffusion, justement, on n'a pas de restriction en diffusion. Encore un patient qui vient avec une lésion, donc ça c'est là, on a notre séquence T1, on a notre séquence T2, puis notre séquence après injection de gadolinium, mais là on a l'échographie. Je vous ai dit tout à l'heure, même si notre lésion est en hypersignal T2, on peut penser adénome pleomorphe ou justement lésion kystique, exception faite pour les lésions de nature graisseuse, parce que quand on regarde le T1, on voit que notre lésion, elle est blanche en T1, blanche en T2, et ce qui est blanc en T1 et en T2, c'est probablement de la graisse. On voit ici sur l'échographie une lésion qui est hypoéchogène avec des stries hyperéchogènes, donc une lésion assez typique d'un lipome, hein, et ça c'est une séquence T1 injectée avec saturation de la graisse, donc on voit bien que sur la séquence avec saturation de la graisse, où la graisse est supprimée, notre lésion qui était blanche ici devient tout d'un coup noire. Dans toute la partie de la graisse qui a été supprimée, on voit bien, et ça confirme bien que c'est un lipome intraparotidien. Voilà, un deuxième dossier encore pour illustrer ce qu'on voit. Donc, pour une dame qui est âgée de 57 ans, donc qui vient pour une tuméfaction parotidienne gauche qui évolue depuis plusieurs années.
donc avec qui on réalise justement une IRM. Donc, on voit ici les différentes séquences morphologiques dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on a notre séquence T1, on a notre séquence T2, on a notre séquence de diffusion, et puis avec sa cartographie ADC. Et là, on a la séquence injectée en axial, c'est en FATSAT, on voit avec la saturation de la graisse, en axial et en coronal. Et là, c'est une séquence coronale T2. Donc, on retrouve notre lésion qui est intraparotidienne et qui occupe, on voit qu'elle est très, très latéralisée. Donc, c'est la portion superficielle. Elle est très, très en dehors, justement, de notre branche montante de la mandibule. Donc, c'est une lésion qui est plutôt superficielle, mais par contre, qui apparaît en hyposignal T1, hyposignal T2. Et là, on avait dit, quand on a une lésion, l'adénome pléomorphe, lui, il pouvait apparaître en hyposignal T1, hyposignal T2, isosignal T2 ou hypersignal T2, mais la forme caractéristique, c'était l'hypersignal T2, et qu'une lésion qui ne s'allumait pas en T1, donc qui n'était pas blanc en T1, qui était en hyposignal, il fallait qu'on puisse aider avec de la perfusion. Ce genre de lésion, juste avec la séquence morphologique, il est très, 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 très difficile de dire que c'est une lésion qui est plutôt, qui ressemble à un adénome pléomorphe. Donc, on ne peut pas, sur cette séquence, même si on a un rehaussement qui est très, très, très homogène, quand on arrive sur notre ADC, le rapport ADC n'était pas très, très élevé, on était autour de 1, donc ça reste toujours une lésion indéterminée. Donc, du coup, quand on passe sur les séquences injectées, séquences de perfusion, on voit bien que c'est une courbe qui monte et qui ne descend jamais. Donc, c'est probablement un adénome pléomorphe, mais on sait que les courbes de type A qui montent, on peut peut-être très, très, très rarement donc une lésion maligne, bien que là, la courbe reste toujours typique d'un adénome pléomorphe. On sait qu'un adénome pléomorphe peut être en hyposignal T2. On sait que les lésions malignes peuvent être en hyposignal T2. Donc là, on est très, très embêté à poser diagnostic d'adénome pléomorphe sur notre examen. Selon la courbe, ça peut être un adénome pléomorphe, mais toutefois, une lésion maligne ne peut être formellement exclue. Donc, dans tous les cas, c'est un patient qui va être opéré parce que qui dit adénome pléomorphe dit chirurgie, qui dit suspicion de lésion maligne dit chirurgie, et la pièce va être envoyée en anapathe. Donc, la cytoponction qui avait été réalisée avant, donc il retrouvait des arguments en faveur d'une tumeur salivaire mixte, difficile à classifier, mais sans argument de malignité. Et puis, après chirurgie, quand la pièce a été envoyée en anapathe, donc il s'agissait d'un adénome pléomorphe des glandes salivaires sans signe de malignité. Donc, on voit que l'adénome pléomorphe n'est pas toujours en hypersignal T2, il peut être en hyposignal T2. Et là, quand il est en hyposignal T2, la question se pose toujours entre l'adénome pléomorphe et une lésion maligne. Mais dans tous les cas, c'est un patient qui va être opéré parce que le moindre doute n'est pas permis. Donc, les patients qui ont des adénomes pléomorphes ont des risques à long terme de chirurgie, des risques à long terme de transformation maligne, ce qui justifie justement cette chirurgie systématique en cas d'adénome pléomorphe. La transformation maligne peut se faire sur une récidive d'adénome ou sur des adénomes qui ne sont pas opérés sur 10 à 15 ans. Donc, le carcinome ex-adénome pléomorphe reste quand même la 4e tumeur maligne par ordre de fréquence de la parotide. Donc, les adénomes pléomorphes dégénèrent beaucoup. Et les risques de dégénérescence augmentent, surtout chez les patients âgés. Et ça doit être évoqué, justement, si on a la présence d'adénopathie cervicale, si on a des douleurs parotidiennes, on dit que les tuméfactions, souvent parotidiennes, c'est des tuméfactions qui sont indolores. Quand on a des tuméfactions douloureuses, il faut suspecter une atteinte maligne. La paralysie faciale, donc cette extension périnerveuse qu'on ne retrouve pas dans les tumeurs bénignes, mais si on a une paralysie faciale, donc il faut suspecter une dégénérescence d'un adénome pléomorphe. Le caractère multinodulaire, on a dit que l'adénome pléomorphe était souvent isolé, donc était une tumeur qui était solitaire, et le fait d'en avoir plusieurs donc, est très, très suspect. Un RCDA qui est bas ou qui diminue avec le temps, en sachant que l'adénome pléomorphe, on avait dit que les RCDA étaient supérieurs à 2,06 et que là, avoir un RCDA bas est très, très suspect. Et l'infiltration des plans musculo-graisseux, donc de tout ce qu'il y a autour, la mandibule, la diffusion périneurale et tout ça, l'extension vasculaire, donc justifie donc,
suspecter une transformation maligne. Donc, la deuxième tumeur la plus fréquente, justement, qui est une tumeur bénigne, hein, c'est les cystadénolymphomes, qui représentent 6 à 10% des tumeurs salivaires avec cette double composante. Hein. Donc, il a toujours une composante qui est kystique et tissulaire. Et c'est une tumeur qui survient après 40 ans avec une prédominance masculine et le tabagisme est un des facteurs de risque. C'est une tumeur qui est exclusivement parotidienne, hein, ce n'est pas une tumeur qu'on retrouvera dans les autres glandes salivaires. Donc, on ne décrit pas des cystadénolymphomes de glandes sous-maxillaires. Donc, c'est une tumeur qui est préférentiellement donc, parotidienne, avec une préférence au niveau du pôle inférieur, mais on peut le retrouver dans d'autres pôles aussi. Et elle se développe jamais dans les glandes salivaires accessoires. La dégénérescence maligne est exceptionnelle, donc ce qui fait que les tumeurs de Harte ne s'opèrent pas, on les surveille, parce que la dégénérescence, elle est vraiment exceptionnelle. Et la localisation, elle est souvent multiple, unie ou bilatérale. Donc, c'est qu'il oppose aux adénomes pléomorphes, qui sont solitaires, et peut être associé, on peut avoir des associations tumeurs de Hartin et adénomes pléomorphes. Donc, en échographie, on a toujours cette lésion solido-kystique, hein, donc avec une double composante, kystique et tissulaire. La portion tissulaire, elle est toujours vascularisée au Doppler couleur, et on peut avoir justement des ganglions réactionnels autour. Donc là, on a une lésion qui est solido-kystique, une grosse, avec justement une prédominance qui peut être tissulaire comme ici, une prédominance kystique comme là, ou justement une lésion qui est peu solido-kystique comme celle-ci, qui est vraiment très vascularisée. Donc, les formes peuvent être multiples. Ça peut être assez embêtant justement pour poser ces diagnostics en échographie. Donc, l'IRM va refléter le caractère histologique. Donc, c'est une lésion qui est très hétérogène, justement. Et comme c'est une lésion qui est riche en protéines, donc elle apparaîtra blanc en T1. Et comme c'est une lésion qui peut avoir justement des remaniements hémorragiques, donc ça apparaîtra aussi blanc en T1 avec des zones en hyposignal T2 qui sont très évocatrices, donc pratiquement 80% des cas. Donc, les zones tissulaires céréoses après injection, on a dit que le RCDA moyen était autour de 0,8 à 1 et la perfusion, c'était une perfusion de type B où on avait justement ce pic précoce avec un washout qui était supérieur à 30%. Donc là, on a un exemple hein, de lésion qu'on voit ici déjà en hypersignal T1. Donc, on a dit toutes les lésions voilà, justement qui étaient en hypersignal T1. Il fallait penser à un cystadénolymphome. Et quand on passe notre ROI sur notre perfusion, justement, on a notre courbe avec un washout qui est supérieur à 30%. Pareil pour les lésions. Donc, là, on a deux lésions. Hein. On voit que la première, il y a des zones en hypersignal T1. On a dit qu'on peut avoir des zones en hypersignal T1, hyposignal T2, donc c'est souvent hétérogène. Ça peut être multiple, bilatéral. On a une seconde lésion qu'on voit ici, toujours, voilà, qui est ici, qui est en hypersignal T2 avec un liseré en hyposignal. Et sur la lésion parotidienne gauche, donc quand on place notre ROI, voilà, notre pic précoce avec un washout de plus de 30%, donc c'est un adénome pléomorphe. Donc, les différentes lésions, c'est un petit guide, hein, on fait des gammes diagnostiques, justement, des lésions kystiques de la parotide. Pardon? Vous avez fait un petit lapsus là. Vous parlez de cystadénolymphome. Ah oui, cystadénolymphome. Ah non, non, cystadénolymphome, tumeur de Warthin. Oui, oui, merci, Dr. Camon. Oui, c'est ça. C'est un petit lapsus. Désolé. Donc, du coup, le gamme des lésions qui restent avec des lésions solido-kystiques ou kystiques de la parotide. Donc, le cystadénolymphome qu'on voit ici, donc c'est fait partie des lésions justement avec cette composante mixte qu'on voit toujours ici, hein, donc une composante tissulaire qui est vascularisée au Doppler avec une composante kystique. On peut aussi avoir des kystes lymphoépithéliaux qu'on voit là, qu'on voit ici en hypersignal T2. Qu'on voit ici, qu'on voit là, sur les coupes échographiques avec plusieurs cloisons, plusieurs septa. Donc, on a des kystes du premier arc branchial quand il s'agit d'un sujet jeune, donc à quoi il faut penser, des lymphangiomes kystiques. Donc,
aussi des lésions infectieuses, hein, bien qu'on est dans un contexte tumoral, mais les diagnostics différentiels, c'est faire toujours contre une lésion kystique avec, il ne faut jamais oublier, des abcès ou des abcès tuberculeux ou d'autres abcès apiogènes qu'on peut retrouver aussi. Et une autre question qu'on doit se poser systématiquement, donc quand on a analysé toutes nos séquences, comme on a vu sur le dossier numéro 1 et le dossier numéro 2, c'est de toujours rechercher des signes d'agressivité ou de malignité. Les signes d'agressivité ou de malignité, il y en a 3 principaux. Donc, l'irrégularité des contours ou de contours flous, mal limités. On a l'extension extra-parotidienne. Une extension extra-parotidienne est suspecte jusqu'à preuve du contraire. Donc, on est en face d'une lésion qui est maligne jusqu'à preuve du contraire. Parce que ce soit le cystadénolymphome ou notre adénome pléomorphe ou toute autre lésion bénigne, il n'y a pas d'extension extra-parotidienne. Donc là, c'est suspect jusqu'à preuve du contraire. Et la présence d'adénopathie tumorale rend aussi notre lésion suspecte. Ça, c'est les principaux signes. Les autres signes restent des signes secondaires parce que l'hyposignal T2, même si ça peut orienter vers une lésion maligne, mais on a vu aussi que les adénomes pléomorphes pouvaient être en hyposignal T2. La prise de contraste hétérogène qui aurait pu orienter vers justement cette lésion maligne, mais on voit que les adénomes pléomorphes, dans leur forme volumineuse, peuvent être hétérogènes. Les cystadénolymphomes, justement, le fait qu'ils aient des portions kystiques et qui sont à la base hétérogènes, auront aussi des prises de contraste hétérogènes. Le RCD, donc l'ADC, RCDA, qui est inférieur à 1, qui oriente vers la malignité, ou quand c'est entre 1 et 1,2 qui est suspect, mais on a vu qu'il y a des adénomes pléomorphes ou voire même des cystadénolymphomes, on peut avoir des RCDA entre 0,8 et 1. Donc, le RCDA reste quand même encore un signe secondaire, sauf exception pour le lymphome, où on a un RCDA qui est très, très bas, qui est inférieur à 0,5. Là, c'est très caractéristique du lymphome. Donc, quand on a des RCDA qui sont aussi bas, il faut vraiment suspecter un lymphome. Et les courbes de perfusion de type C est un signe secondaire, parce qu'on a vu qu'il y a des adénomes pléomorphes de courbes de type C. Secondaire, pourquoi? Parce que la perfusion ne s'interprète jamais seule. Jamais seule. Pour la perfusion, on a besoin de séquences morphologiques. Le fait d'avoir une courbe de perfusion de type C ne justifie pas poser le diagnostic d'une lésion maligne. Donc, c'est un signe secondaire qu'il faut associer à d'autres signes morphologiques. Donc, là, pareil, hein, donc si on doit rechercher des signes justement de malignité, là, on a notre séquence T1, on a notre séquence T2 ici, on a notre cartographie ADC et puis beaucoup plus bas, la séquence de perfusion. On voit qu'on a une lésion qui est en hyposignal T2, bien qu'il y a des petits spots ici qui sont en hypersignal. On dit que hyposignal était soit un adénome pléomorphe ou une lésion suspecte de malignité. On regarde le contour, on voit que les contours sont plutôt irréguliers, un peu bosselés, d'accord? Donc déjà, ça veut dire que c'est le premier signe d'alerte. Deuxième signe qu'on retrouve chez notre patient, ici, on voit que là, on a l'impression d'avoir une extension extra-parotidienne avec une extension vers la graisse ici, tout autour de la parotide. Et même là, on a l'impression d'avoir une extension vers la portion, vers l'espace sous-cutané. On a l'impression d'avoir une extension vers la peau. Et ça, ce n'est pas normal. On m'a dit que les lésions bénignes étaient des lésions localisées intraparotidiennes sans extension extra-parotidienne. Donc, on a déjà 2 critères, justement, très, très, très suspects. Et quand on arrive ici sur notre ADC, le rapport qu'on a entre la partie tumorale et la partie, justement, la partie tumorale et la partie normale, donc la zone normale, donc on a un rapport qui est, justement, quand on fait 116 ici divisé par 120, on a un rapport qui est déjà inférieur à 1. Donc, déjà ça, les 3 signes ici nous orientent déjà vers justement la malignité. Et quand on regarde la perfusion, c'est un courbe de type C parce qu'on a un washout qui est inférieur à 30% et on a une courbe qui remonte. Donc déjà là, on a des éléments vers la malignité. Mais la perfusion ne doit jamais s'interpréter seule. Mais quand on associe la perfusion plus les signes morphologiques ici à côté, on se dit que c'est probablement une lésion maligne. Et en fait, c'est un adénocarcinome parotidien de haut grade de malignité. Donc, il faut toujours rechercher
les signes de malignité. De toute façon, moindre doute, il faut toujours mettre que j'ai un doute ici parce que c'est très, très important d'avoir parce que de toute façon, le patient, il sera opéré. Mais par contre, l'extension extra-parotidienne, elle est importante à préciser. On verra beaucoup plus loin parce que la conduite à tenir ne sera pas la même chose si c'est une lésion qui est plutôt stade 2, stade 3 ou stade 4. Donc, on verra plus loin que la conduite à tenir, elle change. Donc, les lésions malignes, donc les plus fréquentes, c'est les tumeurs malignes épithéliales, hein, avec les différents carcinomes, le carcinome adénoïde kystique, le mucoépidermoïde et le carcinome à cellules acineuses, et aussi l'adénocarcinome sur une transformation d'un adénome pléomorphe. Ça reste quand même les lésions les plus fréquentes des tumeurs malignes, mais il y a d'autres lésions aussi, les lymphomes, les métastases ganglionnaires et des tumeurs non épithéliales. Donc, ça reste quand même très vaste, hein. Ce n'est pas toujours évident justement de retenir toutes ces différentes formes, mais ce qui est le plus important à connaître, c'est de rechercher justement les signes de malignité. Toujours rechercher où sont les signes de gravité, les signes des signes de dégénérescence maligne, des signes de malignité. Donc, il faut toujours les rechercher systématiquement. Le carcinome adénoïde kystique, en petit apartheid, hein, c'est l'une des tumeurs qui a la plus grande extension périnerveuse, hein, c'est le cylindrome. Donc, parmi les différents carcinomes, c'est celle vraiment où on a la plus grande extension périnerveuse, mais bien que toutes les autres lésions malignes peuvent avoir une extension périnerveuse. Donc, troisième dossier ici, hein, pour illustrer tout ce qu'on a dit. Donc, un patient qui a 61 ans, qui vient pour une tuméfaction parotidienne droite d'environ 2 cm de diamètre, évoluant depuis plusieurs mois, donc cliniquement. L'échographie montre un nodule parotidien qui fait environ 12 mm pour son plus grand axe. Donc, on réalise une IRM parotidienne. Hein, donc là, on a nos séquences, T1 et notre séquence T2. Donc, quand on regarde la séquence T1, quand on défile nos images. Donc, on défile les images tranquillement. Ça décolle. Oups. Voilà. Vous revoyez mon écran? Oui, on le revoit. Oui, parce qu'il y a eu un problème, la connexion s'est coupée tout d'un coup. Là, c'était là. Donc là, on a notre séquence T1. Donc, quand on défile les images, donc je vais défiler les images, on va regarder tous ensemble. Et puis, je vais essayer de revenir beaucoup plus lentement. Donc, c'est un patient qui est venu pour une tuméfaction parotidienne droite. Et quand on arrive sur la parotide droite, on voit là, déjà ici, on a un nodule qui est en hyposignal T1, qui arrive pratiquement au contact du muscle masséter. On a une grande thyroïde qui est quand même assez asymétrique. Hein. Ici, on a l'impression qu'on a la glande ici, elle paraît légèrement en hyposignal par rapport au côté contralatéral. Donc, déjà, notre signal en T1 écarte un cystadénolymphome, parce qu'on avait dit que cystadénolymphome, c'était en hypersignal T1. Là, déjà, on a un hyposignal T1. Donc, on va aller voir notre séquence T2. On arrive sur la séquence T2. On voit que ici, la même lésion, elle est en hyposignal T2, avec même un autre composante en hypersignal. Voilà, est-ce que c'est un second nodule au contact? On voit ici, la lésion, elle est là.
hyposignal T2. Mais la différence qu'on a avec cette lésion et les précédentes, c'est une lésion qui est intraparotidienne, qui occupe la portion superficielle, mais on a des contours qui sont un peu flous. Ce n'est pas la lésion bien limitée qu'on a vue précédemment pour les adénomes pléomorphes ou pour les cystadénolymphomes. Donc, on a une lésion qui est en hyposignal T2, qui a des contours un peu flous. On a une reste de la glande ici légèrement hétérogène, un peu en hyposignal par rapport à l'autre côté qui reste vraiment très homogène. Donc, ici, pour justement évaluer la même lésion, donc j'avais mis un petit ROI ici pour que vous puissiez justement le voir. Donc, on a une lésion qui est en hyposignal T2, on voit ici. Et quand on place notre ROI justement sur la lésion et le ROI sur la partie saine, et quand on calcule le rapport, parce qu'on voit que l'ADC ici est assez bas, et quand on calcule le rapport de notre tumeur sur la zone saine, donc là, on a déjà un ADC qui est inférieur à 1, donc on a un deuxième critère suspect, alors que là, on avait déjà des contours flous, ça faisait le premier critère, donc le premier signe principal, c'était le contour flou. Le signe secondaire qu'on a, c'est l'ADC, le RCDA qui est inférieur à 1. Et quand nous sommes allés sur la zone, justement, qu'on voyait ici un tout petit peu hétérogène là, on place notre ROI là, on retrouve qu'il y a quand même un ADC qui est autour de 1, 1,0, 1, quelque chose. On s'est dit, ah, là aussi, c'est pas très clean en fait. Et sur notre séquence injectée, je suis désolé, comme c'est des vidéos, donc il est en train de déconner pendant qu'il charge. Je vais remettre. Donc, je ne supporte pas le partage d'écran, je vais le télécharger, puis... C'est bon, vous revoyez les images? Oui, c'est bon, Johnny. Donc là, sur notre IRM injecté, on voit qu'on a justement le rehaussement de notre lésion et un rehaussement un peu hétérogène, justement, de tout le pôle inférieur de la glande parotide par rapport au côté contralatéral. Donc, on voit là aussi. Je vais laisser charger tranquillement parce qu'après, sinon, il va décoller encore. Donc, toujours ce rehaussement un peu hétérogène qu'on voit là au niveau du pôle inférieur. Voilà. Notre lésion qui a toujours des contours un peu tout petit peu irréguliers au contact du muscle masséter ici, hein, donc on n'a pratiquement pas de liseré de séparation. Voilà. Et tout le pôle inférieur qui est ici et qui est très, très hétérogène hein, par rapport à la parotide contralatérale. Et quand on fait notre perfusion justement par rapport à la parotide contralatérale, donc quand on regarde là, sa parotide contralatérale, on se met sur notre lésion, on voit qu'on a une courbe qui est plutôt en plateau, qui est différent de la courbe de type A où on avait la courbe qui monte et qui descend jamais. Elle est différent de la courbe de type B où on a une courbe qui monte et on a un washout. Elle est différent de la courbe de type C classique où on a un washout inférieur à 30%, mais ça, c'est une autre variante de la courbe de type C où on a un plateau. Donc ça, c'est un rehaussement justement qu'on voit là, en plateau. On va sur la partie inférieure, on regarde sous la perfusion, on voit que ça flash carrément, c'est carrément rouge. Et quand on pose le ROI dessus, on a encore une autre courbe en plateau par rapport à la parotide contralatérale. Donc, le patient a été opéré. Donc, on voit là. Donc, il s'agissait d'un adénocarcinome canalaire infiltrant de la parotide droite. Donc, même au niveau du pôle inférieur, on avait retrouvé un aspect qui était très inflammatoire avec une fibrose et un infiltrat
lymphoplasmocytaire qui était très abondant. Donc, c'était bien une lésion maligne. Donc, toujours rechercher justement dans nos séquences morphologiques tout ce qui est atypique. Donc là, les contours flous, le fait que ce soit en hyposignal T2, le fait que ce ne soit pas une courbe de type A, le fait que notre rapport de l'ADC soit inférieur à 1, en ayant tous ces éléments, on oriente notre diagnostic vers justement cette lésion qui est plutôt maligne. Donc là, on voit déjà qu'on sort du foramen, on n'est pas trop loin du foramen stylomastoïdien, on voit qu'il n'y a pas d'infiltration ici, hein, la graisse elle est bien, hein, donc il n'y a pas d'extension au niveau du nerf facial. Et là, notre veine rétromandibulaire, ici, elle était libre, il n'y avait pas d'infiltration de la veine rétromandibulaire, donc il n'y a pas d'extension au niveau du nerf facial. Parce qu'on a dit que le nerf facial vient le croiser là. Donc ça, c'est tous ces éléments qui sont importants à préciser pour le chirurgien et pour la suite de prise en charge du patient. Parce qu'on n'aura pas forcément, c'est pas forcément notre travail de donner le diagnostic histologique en imagerie, mais c'est notre job de dire que cette lésion, elle paraît suspecte. Ça c'est notre travail. Ça, c'est obligatoire. Ça, nous devons le faire systématiquement. Je pense que je vais passer les dias de vidéo parce que c'est un peu lourd. Tu peux accélérer un peu. Tu as 10 minutes. Oui, je vais accélérer. Voilà, donc l'autre question qu'on peut essayer, c'était justement l'atteinte du nerf facial. Hein, donc, l'atteinte du nerf facial, on l'a vu, le nerf facial qui passe par le foramen stylomastoïdien, hein, donc avec ses deux branches temporofaciales et la branche cervico-faciale, donc qui passe à travers le rideau stylien. Hein, donc, ça, c'est à connaître. Et puis, l'autre parenthèse, c'est que le nerf facial, il est difficile de l'explorer en intraparotidien sur les séquences sur les 1.5. Donc, c'est souvent en 3 Tesla. Donc, d'où les deux références que je vous ai montrées. Et là, c'est une image où on voit bien le foramen stylomastoïdien. Et là, on a une image justement intraparotidienne avec une extension au niveau du foramen stylomastoïdien. Donc, là, on a une extension de notre lésion avec un envahissement du nerf facial. Ici, c'est juste une coupe, 3 Tesla pour vous montrer justement les différentes branches du nerf facial qu'on voit bien sur une séquence volumique cube T2. Donc, la branche temporofaciale et puis la branche cervico-faciale. Donc, là, c'est la stratification TNM. Donc, après avoir fait tout le bilan, on peut classer en TNM, donc en T1, T2, jusqu'en T4B. On va les revoir systématiquement. Le T1, c'est pour les tumeurs de moins de 2 cm qui sont limitées dans la parotide, sans extension extraparotidienne. Les T2, c'est pour des tumeurs qui sont entre 2 et inférieurs à 4 cm, sans extension extraparotidienne, donc pareil, tumeur bien limitée de plus de 2 cm, mais de moins de 4 cm. Le T3, c'est une tumeur justement qui font plus de 4 cm avec une extension extraparotidienne, mais il n'y a pas d'atteinte au niveau du tissu sous-cutané, ici au niveau de la peau, il n'y a pas d'extension ici, alors qu'il y a une effraction capsulaire ici à ce niveau-là. Donc on voit là. Et le T4A, donc c'est une maladie déjà qui envahit la peau, la mandibule, le canal auditif et le nerf facial. Donc déjà toute extension nerveuse, donc ça le classe en T4A, hein, donc qu'on voit ici, extension au niveau du conduit auditif aussi là. Donc là pareil, on a des tumeurs avec extension et infiltration la subcutanée, extension là au niveau du foramen. Donc c'est déjà des tumeurs qui sont T4A, pareil pour cette lésion ici, une extension au niveau de la peau. Voilà, et le T4B, c'est la maladie qui est très avancée. Hein. Donc, c'est une tumeur qui envahit la base du crâne, donc les plaques ptérygoïdes où on castre la carotide. Donc, c'est des tumeurs qui sont très avancées qu'on voit ici. Donc, après, il y a la définition, donc ganglion aussi, hein, selon la taille, on peut classer en N1, N2 et N2 jusqu'à N3B. Hein. Et puis, les métastases, donc M0, M1, donc pas de métastase. Le poumon reste le métastase le plus fréquent avec l'os, le foie, et c'est souvent des sites multiples, donc c'est souvent multiple dans 24% des cas. Et les différents stades, selon les différents TNM, donc on a ici du stade 1 jusqu'au stade 4C. Et selon le stade, on voit que la prise en charge est différente. Donc quand c'est un stade 1, où on a plutôt de la chirurgie, ou quand c'est un stade 4 qui est un pronostic un peu réservé, donc avec radiothérapie et la chirurgie, elle est exclue.
Donc, la place de la cytologie. Donc, la cytologie reste quand même très, très important. C'est un geste qui est soit réalisé par les radiologues, soit par les cliniciens. Ça dépend des centres. Donc, c'est fait à l'aiguille fine. Donc, il n'y a pas de risque, justement, de lésion du nerf facial. Et puis, on a le système de Milan, justement, qui permet d'avoir ces catégories diagnostiques de 1 à 6. Et selon le pronostic, on peut avoir des chirurgies, mais selon le pronostic, donc on peut aller soit simple, donc simple corrélation données cliniques imagerie pour décider, ou directement aller à la chirurgie. Mais la place de l'imagerie reste quand même importante parce que en cas de non-diagnostic, non néoplasique, on revient toujours à l'imagerie, à la corrélation données cliniques. Dans le cas d'incertitude, on passe toujours à la chirurgie. Donc, le message à retenir pour cette première partie, donc c'était la caractérisation possible avec l'IRM dans 80% des cas. C'est de toujours rechercher les signes d'agressivité ou de malignité en prenant toujours le caractère le plus péjoratif entre la morphologie et le fonctionnel. Si c'est le fonctionnel qui est péjoratif, il faut prendre le caractère péjoratif. Si c'est morphologie, donc le doute n'est pas permis. En cas de discordance entre l'IRM et la cytoponction, on fait la chirurgie de principe et puis anapath. Et toujours localiser le rapport entre le nerf facial et la lésion. C'est très important pour le chirurgien. Et s'il n'y a pas d'IRM 3T, donc analyse du foramen stylomastoïdien, comme on a vu tout à l'heure. Donc, voilà. Merci de votre attention. OK. Merci beaucoup, docteur Edingo, pour cet exposé très, très détaillé. Alors, entre autres messages à retenir, j'ajoute un peu sur ce que vous nous avez dit. Dans la pathologie de cette région, nous subdivisons la région en deux. Il y a la partie qui est au-dessus de l'os hyoïde. Les parotides sont au-dessus. Là, c'est l'IRM parce que c'est très, très difficile de pouvoir caractériser en scan, vous avez vu, vous tous, ce qu'on a comme arsenal pour pouvoir caractériser une tumeur. Donc, au-dessus de l'os hyoïde, comme on a l'os, on a les muscles, on a les nerfs, c'est toujours l'IRM. En dessous de l'os hyoïde, le scan est largement suffisant parce que là, nous avons l'air, les muscles et la graisse, donc c'est vraiment facile de pouvoir caractériser. Alors, à propos de séquence T2, ne jamais faire du FATSAT sur le T2 parce que là, on risque de passer à côté d'une extension qui va déjà loin, par exemple, jusqu'au niveau musculaire. Et à ce moment-là, le stade tumoral va totalement changer. Au lieu qu'on puisse faire la chirurgie, on fera la radiothérapie. Donc, il faut vraiment faire très attention, ne jamais fatsater le T2. C'est comme si on se tirait une balle dans le pied. Alors, une petite question, docteur Dingo. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'R2A. Est-ce que c'est possible de nous parler des aires ganglionnaires ou ce sera pour la prochaine fois? J'ai dit et je vous remercie. Non, ça sera pour la prochaine fois parce que justement dans le prochain cours où on parlera du cavum et de l'oropharynx, donc il y a tout un petit chapitre dédié sur les aires ganglionnaires. Donc avec des illustrations et tout pour que les gens puissent justement connaître les différents types des aires ganglionnaires et qu'ils puissent se retrouver facilement. OK. Alors, s'il y a des questions, on prend 20 minutes pour des questions. À vous, il y avait des questions, vous pouvez poser les questions au docteur Edingo. Prof Mata, vous avez un commentaire? Vous m'entendez? Est-ce qu'on peut, je peux demander au chirurgien qui est sur place, le professeur Sokol aussi, là, quelque chose à ajouter?
Professeur Sokolo, vous êtes présent? Il y a des questions? Oui, je peux demander juste une chose, vous permettez? Oui. C'est qui? C'est Jean-Pierre Cancou. Ah oui, Jean-Pierre. Oui, oui. Bon, d'abord, merci et félicitations pour la présentation, hein. Bon, je crois que pour ceux qui pratiquent l'IRM, le message est très bien passé, On peut comprendre, mais c'est très bien. Mais la majorité des gens qui suivent ce cours sont en Afrique, là où l'accessibilité, donc l'accès plutôt à l'IRM n'est pas facile. Est-ce qu'il y a moyen de... Je ne sais pas si vous avez parlé de l'échographie au tout début, parce que j'ai pris l'exposé, votre présentation en cours. Est-ce qu'il y a une sémiologie au moins échographique qui peut les aider ou nous aider à nous orienter justement, à donner une orientation au moins diagnostique? Parce que c'est le premier examen qu'on fait ou bien qui est facile à faire, hein, dans la plupart des milieux, même ici. Oui, docteur Dingo, à vous. Bon, La place de l'échographie. le problème qui se pose avec l'échographie, c'est que si vous avez suivi toute la présentation, même en IRM, ce n'est pas évident. Il faut parfois jouer avec tout ce qui est fonctionnel, morphologique, parfois pour arriver à une orientation diagnostique. L'échographie, il a une plus grande limite de l'échographie, c'est que l'accessibilité, déjà la portion profonde. Donc, toute lésion qui va se localiser à la portion profonde, en échographie, on risque de ne pas le voir. Ça, c'est déjà compliqué. Deuxièmement, les lésions sont parfois très polymorphes. On a vu un exemple que je montrais sur la sémiologie, justement des adénomes pléomorphes qui peuvent être hypoéchogènes. On a la difficulté de faire la différence avec justement les lésions kystiques. L'orientation peut se faire pour le cystadénolymphome, où on peut justement, cet aspect un peu caractéristique des portions kystiques et tissulaires, ça peut vraiment bien orienter vers un cystadénolymphome. Et pour les adénomes pléomorphes et pour toutes les autres lésions qui sont malignes, c'est très, 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 très compliqué de trancher en échographie, en sachant qu'en IRM, parfois, c'est compliqué de trancher. Donc, par contre, ce qui peut aider, c'est de coupler seulement une bonne clinique quand on n'a pas l'IRM, une bonne clinique avec la cytoponction. Ça peut aider en faisant ce couple échographie-cytoponction avec discussion avec le clinicien. Ça peut orienter vers les diagnostics. Ça peut être très intéressant. Mais quitte à trancher avec l'échographie, c'est compliqué. L'échographie peut nous aider à nous dire que la masse, voilà, on a une lésion parotidienne, surtout quand ça concerne le lobe, la portion superficielle, et couplé à la cytoponction, on peut orienter les diagnostics. Mais l'échographie seule, c'est très, très compliqué. Je ne sais pas si Dr Kambang a quelque chose à ajouter, mais c'est très compliqué. Non, non, vous avez tout à fait raison. Hein. Oui. L'échographie seule, c'est compliqué. Le problème, c'est que nous devons, les Congolais, ils ont aussi droit à avoir des soins de meilleure qualité. Nous devons faire la pression pour que nos décideurs politiques puissent équiper nos hôpitaux. Hein, donc, sinon, avec l'échographie, vous l'avez entendu, donc on est limité, on est vraiment limité. On peut voir superficiellement, mais en profondeur, c'est difficile. Je crois que nous devons faire passer le message à nos décideurs politiques de façon à ce qu'on puisse équiper, ne fût-ce que les grands centres dans les grandes villes, hein, qui seront un centre de recours pour la population. Je pense que ce message-là, on doit aussi le faire passer. C'est l'intérêt de tous ces webinaires que nous sommes en train de passer. Merci au prof Martha pour ça. Nous devons faire passer le message. Je pense que lors des prochains webinaires, il faudra essayer d'inviter aussi des personnes qui ne sont pas nécessairement du milieu médical, mais qui sont du milieu des décideurs,
Le docteur Kamba vient d'être nommé dernièrement ministre de la Santé. Je pense qu'il est médecin. Ce sera une oreille attentive vraiment pour que, en suivant nos webinaires, en écoutant tous les besoins qu'on a, qu'on puisse un peu toucher leur code sensible pour qu'on puisse équiper nos hôpitaux. Oui, j'avais un commentaire aussi à faire. Oui, j'ai retenu donc dans un milieu un peu nanti, hein, comme le nôtre, hein, je comprends qu'on n'est pas bien équipé, mais je crois qu'il a bien dit, donc la clinique, cytoponction et échographie, là où il y en a, dans les grandes villes comme Kinshasa, il y a des IRM, donc on peut quand même le proposer, là où il existe des IRM. Encore faudra-t-il que sur place aussi, vous qui exercez, vous puissiez vous former pour interpréter correctement ces IRM, parce que les gens dépensent beaucoup d'argent, donc ils attendent quand même un résultat précis, un diagnostic précis. Hein. Quand on le fait, pas faire une IRM et puis on reste malgré tout très superficiel dans le compte-rendu ou dans la réponse qu'on donne. Voilà. J'ai un commentaire à faire. Désolé, j'ai raté toute la présentation. Comme je l'ai dit au début, j'avais une autre réunion, je viens d'arriver. J'ai capté seulement la dernière question de Dr Kankou par rapport à l'échographie. Chez l'adulte, comme les deux prédécesseurs, on l'a dit, l'échographie n'a pas vraiment d'indication, alors que chez l'enfant, l'échographie, c'est le maître du jeu. On fait rarement d'IRM chez l'enfant, mais seulement que les enfants ne font pas le même type de tumeur que les adultes. Pour la plupart des cas, ce sera des tumeurs bénignes. Et on fait très rarement des IRM pour des parotides des enfants, alors que chez l'adulte, l'échographie est presque bypassée. Donc, il faut savoir nuancer dans tous les cas, c'est qu'on va dire. Et des deux, maintenant, par rapport, quand Dr Kankou dit qu'on doit être beaucoup plus dans les détails quand on fait les comptes rendus, ça, c'est en fait comment, un rappel à notre conscience. La radiographie, elle est très, très vaste. C'est comme si on redevient médecin généraliste, mais en image. Il faut savoir ses propres limites. Quand on parle de telles situations, même si c'est pour des raisons pécuniaires, avoir au moins le courage de demander l'avis d'un autre ami qui maîtrise bien ces domaines-là. Ça ne diminue en rien, vous qui faites les comptes rendus. Docteur Kambanga a beaucoup plus d'expérience que nous. Combien de fois, même à l'Occident, même après X années de pratique, on continue à se demander, à se poser des questions, avoir les avis des autres avant de finaliser le compte rendu. Ça ne sert à rien d'écrire rapidement pour passer à l'autre patient et aller dans un autre extra. Et il faut comprendre que non, il y a des diagnostics qui vont impacter la prise en charge. Et quand vous n'êtes pas sûr, repoussez ça à demain, envoyez chez notre ami qui maîtrise ces domaines-là et discutez, mettez le diagnostic qui est beaucoup plus plausible. Merci. OK, c'est très bien. Encore 5 minutes, je pense. Je ne sais pas, prof Mata, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que si on a fini des questions, on peut arrêter. Oui. Docteur Edingo va revenir le lundi prochain pour la deuxième partie. On va discuter comment formuler ça. Je suis désolé, je n'ai rien suivi de la présentation. Je vais revoir la vidéo, mais je vois les commentaires, beaucoup de gens ont aimé. Et je suis encore très encouragé parce que de plus en plus, il y a des relativement jeunes spécialistes qui se jettent dans l'eau, qui me demandent le temps pour venir présenter. C'est très encourageant. Et comme on a les aînés, comme le docteur Kambangu, vous serez toujours à côté pour guider un peu par rapport à votre expérience ou sur base de votre expérience. Mais on aimerait que le plus jeune présente et les aînés orientent puis ajoutent leur expérience dans les débats. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions, on pourra s'arrêter là. Et on se revoit le lundi prochain. On avait le professeur Sokolo et le prof Deboise. Ils n'ont pas un mot à dire, je ne sais pas. Professeur Sokolo? Est-ce qu'ils sont présents? Oui. Prof Sokolo et prof Deboise. Ils n'ont pas un mot à dire, je ne sais pas. On ne les a pas entendus. Moi, j'ai juste un petit mot à dire, si le docteur Kamba me le permet. Hein. En fait, c'est justement pour répondre au docteur Kamba qui a parlé tout à l'heure, nous devons aussi mettre les bonnes pratiques. Parce que c'est des expériences que nous vivons. On a aussi de la famille qui vit à Kinshasa, ici,
qui se font soigner aussi. Le problème que l'on rencontre, et le prof Mouké en avait parlé la dernière fois dans la séance de la Socorate, c'est que les cliniciens, il y a beaucoup de cliniciens aussi qui ne demandent pas aussi les examens qu'il faut. Il y a des patients, on dit tout le temps que nous sommes dans un milieu, voilà, machin, on comprend. Mais il y a des patients qui peuvent payer, il y a des patients conventionnés, il y a aussi des patients que les familles peuvent prendre en charge pour payer leur examen. Donc, il faut qu'on demande aussi, l'intérêt justement de ces discussions scientifiques, c'est justement pour avoir des bonnes pratiques de ce qui se fait et de ce qui doit se faire. Si il faut demander, on demande une IRM de la parotide. Si les patients n'ont pas de moyens, en ce moment-là, quand c'est un adulte, on descend, on fait l'échographie plus cytoponction, on oriente les diagnostics. Mais il y a des moments où le patient a les moyens de payer. Il faut demander ce qui doit être demandé. Et quand ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, mais ce qui peut être demandé, il faut qu'on le demande. Ça fait partie des bonnes pratiques et c'est l'intérêt justement de ce genre de discussion. Donc, c'est ça aussi le message le plus important que justement des discussions que nous faisons avec les cliniciens. C'est de demander ce qu'il faut être demandé. Donc, et on a les guides de bonnes pratiques. Hein, bon, chez nous, au pays, pour le moment, il n'y a pas encore les guides, mais on peut utiliser les guides de pratique puisque la médecine, maintenant, elle est universelle. On peut utiliser les guides de bonnes pratiques des autres sociétés savantes, que ce soit françaises, anglaises, canadiennes ou américaines, pour que nos cliniciens, nos prescripteurs soient informés de ce qu'ils peuvent faire. C'est très, très bien. C'est très bien. Oui, oui. Et docteur Edingo, je pensais aussi à une chose, vu que les pathologies dont nous discutons ici sont assez rares ou pas assez manipulées dans nos milieux, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire en avance les sujets du lundi prochain? Comme ça, les amis peuvent lire et quand ils viennent, ils peuvent facilement discuter, juste contre-vérifier. Par moment, ça donne de bons résultats. Donner les sujets en avance à l'auditoire, les gens se préparent et quand ils reviennent, on a un bon niveau par moment. Ça aide. Comment tu en penses? Justement, c'est ce que je voulais insister justement dans le cours d'aujourd'hui parce que connaître toutes les tumeurs du CAVOM, de l'ORL ou les parotides, ce n'est pas forcément la chose la plus importante, mais c'est surtout savoir comment réfléchir pour arriver jusqu'au diagnostic en disant ce qui est bénin. Par exemple, ce qu'on va voir la semaine prochaine, justement, c'est comment réfléchir dans l'extension justement des lésions, ce qui est important pour la prise en charge des patients, de ce que le chirurgien va décider pour sa thérapeutique. Est-ce qu'il va opérer? Est-ce qu'il va faire une radiothérapie? Est-ce qu'il va associer avec la chimio? C'est un peu ça, en fait. C'est comment réfléchir. Si les gens veulent être à l'aise pour la semaine prochaine, il faudrait plutôt qu'ils fassent plutôt une révision de l'anatomie, de la radioanatomie, du CAVOM et de l'oropharynx. Comme ça sera beaucoup plus fluide parce que ça peut devenir un peu, ça peut devenir un peu lourd quand on n'a pas l'habitude. Il faudrait plutôt que les gens fassent cette révision, comme ça on essaiera de refaire encore la révision ensemble en mettant des petites vidéos, mais j'ai vu que par moment ça déconnait un peu aujourd'hui, mais on va essayer d'améliorer, de telle sorte qu'on reverra ensemble justement cette radioanatomie et puis comment réfléchir quand on est en phase d'une tumeur du CAVOM ou quand on est en phase d'une tumeur de l'oropharynx. Oui. Et avec votre permission, on fera tout qu'on poste la vidéo d'aujourd'hui tôt sur notre chaîne YouTube. Comme ça, les gens peuvent revoir la présentation d'aujourd'hui et lire les à côté. Comme ça, on revient ainsi beaucoup plus aguerri le lundi prochain. OK, pas de problème. Okay. Bon, merci à tout le monde. Merci à Dr. Edingo. Merci à tous les participants.